Donc cette deuxième session de la matinée est consacrée plus largement à une approche dans quoi s'inscrit en fait la démarche de transition numérique, et donc d'élargir un peu le débat aux enjeux du numérique en général. Donc là, nous avons 4 interventions prévues, 5, je pense, oui, 5. Et la première sera faite par Bruno Bonnel, qui vient du secteur privé, qui le dira peut-être en 2 mots, et qui a été désigné par Madame Brick comme ministre du Commerce extérieur, comme le référent pour tous les aspects numériques et la démarche mieux communiquer et comment les choses peuvent se mettre en place. Voilà, donc je passe directement la parole à Bruno Bonnel. Merci. J'ai la redoutable tâche de relancer la réunion. Mesdames et messieurs le ministre, mesdames, messieurs, rebonjour. Je voudrais d'abord vous dire que, effectivement, je suis très honoré d'être autour de cette table. Je suis un homme de l'entreprise numérique à l'origine, donc je suis quelqu'un qui a travaillé à mettre en place des systèmes et des logiciels à la fois en France et à l'étranger. Et plus récemment, j'ai été nommé par Madame Brick, le ministre du Commerce extérieur, pour assister à fédérer les énergies françaises dans ces domaines des technologies, dans une famille qu'on appelle Mieux communiquer, pour toute assistance à l'international. Donc l'Afrique, c'est un continent pour nous qui vit au superlatif. Elle est en train de rattraper dans ces domaines du numérique le monde en courant, à une vitesse accélérée. D'après la World Bank, c'est intéressant quand même de ramener quelques chiffres dans sa dimension. D'ici 2050, il y a 40% de la population mondiale des enfants de moins de 10 ans qui sera africaine. Et on l'a rappelé tout à l'heure, ce sont des grands consommateurs de numérique. Ça fait 440 millions d'individus, mais également en Afrique, d'ici 2050, qui est finalement pas très loin de nous, nous aurons 20% de la population mondiale des villes qui vivra dans des villes africaines. Ça représente à peu près 1,2 milliard de personnes. Et on sait que ces populations mondiales vont pouvoir vivre plus harmonieusement si elles ont effectivement à leur disposition des outils numériques. Un autre domaine intéressant dans le domaine du numérique, entre 2008 et 2012, la demande mondiale de bande passante a été multipliée par 5, celle de l'Afrique par 20. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une accélération et d'un continent quand même qui est très surprenant. Il ne faut pas non plus oublier qu'en Afrique, il y a eu énormément d'innovations technologiques dans le domaine du numérique déjà, et elles ont été à l'origine pour des besoins locaux, et elles se sont étendues au monde entier. Je voudrais citer M-Pesa, le système de services bancaires mobiles qui est utilisé pour effectuer des achats et des transferts d'argent, ou Shahidi, une plateforme de gestion de crise en temps réel, qui a déjà servi dans plus de 128 pays aujourd'hui pour suivre les événements comme le tremblement de terre en Haïti ou le tsunami japonais. Donc des innovations qui sont nées en Afrique, il faut le rappeler. Donc ce n'est pas simplement une terre d'importation, c'est une terre de création et de développement. Et dans ces domaines du numérique, elle l'a déjà prouvé. Alors, on a déjà rappelé tout à l'heure l'Afrique comme berceau de l'humanité. Et c'est vrai que quelquefois, on le contingente à cette histoire, voire parfois à cette préhistoire. Moi, j'affirme qu'elle est surtout une territoire de futur, avec son immense réservoir de jeunesse, et donc d'énergie créative et de croissance. Et je crois que c'est ça qui nous rend excessivement optimistes aujourd'hui. Dernière information sur le continent africain. Depuis les années 2000, il y a eu une grande accélération dans le domaine des NTIC, et notamment sur le domaine de la téléphonie mobile, puisqu'il y a plus de 650 millions d'abonnements sur ce territoire, c'est-à-dire plus que sur la plupart des autres territoires dits connus pour leur avance technologique. Et pour chaque personne qui utilise Internet en Afrique, quand une utilise un ordinateur, deux utilisent un téléphone portable, donc une véritable modernité dans l'utilisation déjà d'un Internet mobile de partout. C'est important parce que l'a rappelé monsieur Rancy l'a rappelé tout à l'heure, une des grandes révolutions de la TNT, ça va être l'utilisation des bandes analogiques, les restées disponibles, pour améliorer ces réseaux de télécommunications. Et il faut tout le temps le souligner. On va pouvoir avoir des développements encore beaucoup plus importants sur les services de communication mobile grâce à ce passage à la TNT.
La prise de conscience des pays, on le voit aujourd'hui, elle est plus que réelle. Elle a été affirmée pendant cette matinée, bien évidemment en soulignant les contraintes de temps et les contraintes de financement, mais on sent quand même une véritable conviction de transformation qui n'est plus à établir. Il n'y a plus de questions sur ce sujet. Je voudrais juste vous rappeler quand même que ces questions avaient déjà été anticipées par de très nombreux pays. Pardon d'avance pour ceux que je ne cite pas, il y en a tellement. Mais les plans EGOV qui ont été lancés en Libye, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Mali, au Bénin, les plans e-éducation qui ont émergé du Kenya, de l'Afrique du Sud, de la Namibie, du Ghana, les plans e-santé au Burkina Faso, au Cameroun ou encore au Sénégal, ça ce sont des plans qui montrent une volonté délibérée de plonger dans ce futur. Donc c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, il est fondamental, il est intéressant dans l'harmonisation, il est intéressant dans l'échange des best practices. Et je voudrais souhaiter partager avec vous quelques informations ou quelques réflexions qui l'intègrent dans le partenariat franco-africain sur le sujet. La décision de basculement au numérique, elle est clairement politique, vous l'avez tous exprimé. Elle implique d'importants investissements, tant publics que privés. Un chiffre, en France, le coût de transition du numérique a coûté à peu près 300 millions d'euros pour un territoire comme dans notre pays. C'est un coût important, mais qui a réussi une accélération, un boost pour notre pays. Elle implique des investissements au niveau des territoires, des pays, mais également des individus, puisqu'il faut s'équiper d'une façon différente. La transition en Europe, en moyenne, enfin sur les pays d'Europe, c'est étalé entre 3 et 14 ans. Entre la prise de décision initiale à la mise en œuvre effective de cette transition, ce sont à peu près les grandeurs de temps. Et vous avez réaffirmé tout à l'heure, effectivement, que les dates importantes, 2015, et pour certains un peu décalées, mais toujours avec la volonté d'arriver. Il faut se rappeler que le temps s'accélère, le monde s'accélère, et c'est vrai que c'est quelquefois difficile. Mais c'est à mon avis une des priorités des gouvernements et des pays aujourd'hui que de regarder ce numérique d'une façon excessivement attentive pour leur développement. Mais le numérique et la télévision numérique terrestre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas simplement diffuser de l'image ou de l'information, c'est avoir à sa disposition un outil technologique qui va pouvoir déployer d'autres technologies au niveau du territoire qui auront à voir avec effectivement la télémédecine, la meilleure gestion de l'agriculture, la meilleure gestion quelquefois climatique au niveau de l'anticipation. Mais pour l'Afrique, j'aimerais, à l'écoute de ce que j'ai entendu aujourd'hui et dans les réflexions qu'on a pu faire au niveau du ministère du Commerce extérieur, souligner d'autres raisons qui me paraissent fondamentales et qui vous aideront à comprendre l'approche de la France dans ce domaine. Pour l'Afrique, une des raisons importantes, j'ai parlé tout à l'heure de la population, de la jeunesse de la population, la notion de l'éducation, au-delà de la distraction numérique, me paraît fondamentale. Quand on a l'énergie de ces millions d'enfants qui vont construire le futur, je pense qu'on a l'obligation de les amener au niveau d'éducation qui en feront des adultes responsables, créateurs d'emplois, de richesses et de développement pour tous. Bien évidemment, elle se double de toutes cette éducation, elle se double de l'éducation à la santé, qui permet effectivement d'avoir des gens qui seront en meilleure santé pour le futur. Mais je voudrais aussi dire que j'ai été surpris, mais je l'ai tout de suite noté, par le discours de M. Mendeo Malanda sur les dimensions du territoire africain, et qui effectivement intègre aussi cette révolution numérique dans ce rapprochement des espaces. Le monde virtuel et finalement permet d'avoir un monde réel qui se réduit un petit peu. Et au cœur de cette révolution numérique, le premier pas, c'est la TNT. C'est la TNT parce que par la mise en place de ces infrastructures avec des technologies et des normes modernes sur lesquelles je crois tous les pays sont maintenant plus ou moins accordés, ou en tout cas on s'approche de plus en plus d'un accord, on développe effectivement l'outil fondamental de construction de ce futur numérique pour de très nombreuses années. C'est pour ça que je vous ai parlé de 2050. J'aurais pu parler aussi de 2100, où on anticipe que certains pays africains vont devenir parmi les 3-4 premiers pays mondiaux en termes de population. Mais c'est bien à ces échelles-là de temps qu'il faut réfléchir. Alors j'ai été chargé par Nicole Bricq, notre ministre du Commerce extérieur, de la mission de fédérer les compétences et les entreprises françaises pour qu'elles soient encore plus efficaces dans leurs offres à l'exportation, dans cette famille qu'on appelle Mieux communiquer, qui regroupe les logiciels, la sécurité physique et numérique, les composants, les produits électroniques à haute valeur ajoutée,
mais également tous les services associés et bien sûr la télévision numérique. Vous devez savoir que c'est l'une des priorités, une des 4 priorités de notre ministère pour l'exportation. Donc à ce titre, je souhaiterais réaffirmer la volonté d'accompagner les pays qui ont démarré leur processus de transition, mais également souligner la qualité de l'offre française dans ce domaine. Nous avons des champions de la technologie, du logiciel, du son, de l'image, du contenu, notamment francophone, qui sont mobilisés pour répondre aux plus exigeants des cahiers des charges que vous pourriez établir. Nous avons des méthodes de financement, un sujet brûlant qui a été abordé ce matin, qui sera développé demain matin par M. Ries. Bien sûr, ces méthodes permettent de sécuriser des contrats d'implantation et d'établir des collaborations pérennes. Nous avons des hommes et des femmes qui sont prêts à transmettre de l'expérience et à aider à organiser des centres de formation, car il en faudra pour révéler les talents locaux. Mais au-delà, nous avons une volonté de développer le partenariat avec tous ces pays avec lesquels nous partageons une histoire, parfois douloureuse mais toujours enrichissante, avec lesquels nous partageons une vision du monde où l'individu ne se comprend pas qu'au sein de sa famille, ses valeurs ancestrales et sa diversité, et également sa mémoire. Nous avons nous partageons une langue pour certains d'entre nous, qui nous singularise dans un monde trop uniforme et qui parfois souhaite effacer les exceptions culturelles. J'ai apprécié l'importance de respect de la diversité africaine et du contexte africain de M. Kouché et son propos sur la nécessaire mutation des hommes pour réussir la mutation numérique. J'ai également écouté Mme Condé qui a rappelé l'importance de l'accompagnement pour la formation et l'archivage des données numériques qui sont les traces de l'histoire. Le ministère veillera à intégrer ces sujets dans les offres françaises. Dans cette salle sont réunis côté français des décideurs, des hommes politiques, des institutions, des représentants industriels. Tous sont là pour recueillir vos réflexions et respecter vos prises de position dans cette transition numérique. La TNT est une étape structurante. Le choix de vos partenaires doit dépasser le cadre budgétaire et technique. Il est clairement une première marche vers encore plus d'échanges dans les domaines du numérique et autres dans le futur. L'offre française sait, soyez-en persuadés, se positionner sur l'offre économique et la performance technologique. Au-delà, elle s'engage à un accompagnement de formation, de partage de meilleures pratiques et d'établissement de liens pérennes. J'ai noté les demandes, notamment de M. Mungala, sur l'offre de contenu et les batailles permanentes pour l'exception des contenus culturels français et la preuve de l'attention que nous y portons également. Voilà, devant vous, dans ce costume de fédérateur du mieux communiqué, j'ai la mission d'affirmer la volonté française dans le domaine du numérique, qui est l'un des volets identifiés pour contribuer à une redynamisation du partenariat économique renouvelé avec l'Afrique, dont le Forum économique franco-africain des chefs d'État début décembre se fera l'écho. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va rester dans le même sujet, changer un petit peu d'approche de sujet, et je vais passer la parole à Étienne Fiat, directeur général de Canal France International. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Madame la ministre Fleur Pellerin de me donner l'occasion ce matin de partager avec vous quelques réflexions au nom de CFI, agence de développement qui accompagne depuis plus de 20 ans la professionnalisation des télévisions africaines et tout particulièrement de leurs contenus. Les contenus, c'est en effet aujourd'hui et pas après-demain quand les tuyaux de la TNT seront en place qu'il faut s'en préoccuper, car ce qu'attendent les téléspectateurs africains, ce sont d'abord des images, plus d'images et de meilleures images. La télévision, ce n'est pas le problème le plus urgent auquel l'Afrique est confrontée, mais je suis convaincu que c'est l'un des signes les plus symboliques de l'état des sociétés africaines. Et malheureusement, l'on doit constater, au vu de la faiblesse de la production locale, que les images fortes de l'Afrique, celles qui construisent notre vision de votre continent sur les écrans du monde et en premier lieu sur les écrans africains, sont trop souvent produites ailleurs. Les télévisions que les Africains regardent ne sont pas assez le reflet des sociétés africaines, car les téléspectateurs se détournent de leurs programmes locaux. Ce matin, mesdames et messieurs les ministres en charge de la transition numérique, je voudrais essayer de vous convaincre, si vous ne l'êtes déjà, que la généralisation de la télévision numérique pour tous, comme nous appelons en France la TNT, c'est pour vous l'occasion historique de changer cet état de fait, de renverser cet échange inégal, de reprendre la main sur vos images, sur les images qui alimentent la vie quotidienne des citoyens africains, qui construisent chaque jour leur imaginaire et leur regard sur le monde. C'est là tout l'enjeu des contenus, et je le crois beaucoup plus important pour vos sociétés que celui des tuyaux. Un enjeu qui se déclinera pour vous à deux niveaux.
Vous allez pouvoir construire et mieux réguler une offre de chaînes plus nombreuse et plus diverse. Et vous allez devoir produire davantage de programmes locaux de meilleure qualité pour que vos opérateurs, publics comme privés, ne soient pas balayés par la puissance des concurrences venues d'ailleurs. L'enjeu des chaînes d'abord. Avant même l'arrivée de la TNT, une partie des téléspectateurs africains ont déjà accès à des contenus variés, souvent étrangers, à travers le satellite et les réseaux MMDS et déjà des multiplex TNT dans certaines capitales. Donc la concurrence est installée, au moins dans les grandes villes. Mais la TNT, pour tous, va complètement rebattre les cartes. En Europe, le développement du câble et du satellite avait généré un nombre de chaînes beaucoup plus élevé que ce que les multiplex TNT pouvaient absorber. Le régulateur a donc été obligé de faire un choix entre toutes les offres préexistantes et les nouveaux projets. En Afrique, c'est plutôt le contraire. Peu d'offres locales de qualité pour l'instant et potentiellement une grande disponibilité de fréquences. Voilà pour vous l'opportunité d'enrichir de façon spectaculaire l'offre de chaînes et de l'élargir à l'ensemble de la population, d'abolir la fracture qui existe entre les urbains les plus favorisés et le reste de la population. Un sujet sur lequel le ministre de la RDC a insisté très opportunément. Avec un risque, se faire imposer des offres de programmes venus d'ailleurs, faute de programmes locaux attractifs en quantité suffisante. Et aussi avec un atout, la TNT, en centralisant sur le territoire national les têtes de réseau que sont les opérateurs de multiplex, va vous permettre d'assurer un contrôle efficace sur la cohérence de cette offre de chaîne. C'est tout l'enjeu de l'encadrement juridique et de la régulation dont je crois Laurence Sonseschini va vous parler dans quelques minutes à travers l'exemple français. Pour construire un paysage télévisuel harmonieux et durable, la puissance publique devrait avoir 3 enjeux en tête. Répondre d'abord aux attentes du public, c'est-à-dire accroître la diversité de l'offre télévisuelle en étant attentif aux très forts besoins de proximité et d'identité qui prédominent en Afrique comme ailleurs. Répondre ensuite aux attentes des acteurs sociopolitiques, c'est-à-dire renforcer le débat public en créant de nouveaux espaces de citoyenneté. Répondre enfin aux attentes des acteurs économiques, créer les conditions du développement d'une industrie des programmes et d'un emploi qualifié. C'est au regard de ces 3 objectifs que vous aurez à réfléchir sur la composition des futurs multiplex. L'offre TNT reposera d'abord sur la continuité pour le téléspectateur comme pour les opérateurs économiques. La reprise des chaînes publiques et privées existantes s'imposera donc et sera pour vous l'occasion, entre guillemets, de faire le ménage entre les opérateurs sérieux et les trop nombreuses micro-chaînes qui émettent aujourd'hui dans l'illégalité dans de nombreux pays. L'adhésion du grand public africain à la TNT va reposer sur 2 révolutions, une qualité technique de réception inconnue jusque-là et l'apparition de nouvelles télévisions locales. Le processus de sélection de ces nouvelles chaînes, publiques et privées, et qui devront être viables et capables d'investir dans des programmes innovants et fédérateurs, doit à l'évidence être au cœur d'une stratégie nationale de nouveaux contenus. Pour faire la différence et s'imposer, ces nouvelles chaînes ne devront pas être trop nombreuses. À cet égard, l'idée d'imposer un ticket d'entrée pour les nouveaux opérateurs est très intéressante. La ACA, en Côte d'Ivoire, a proposé une caution de 1 milliard de francs CFA pour chaque nouvel entrant. Quant aux chaînes publiques, il faudra veiller à ne pas disperser les moyens, alors que vos États peinent déjà à financer le fonctionnement d'un seul canal, voire de 2 dans certains cas. Attention donc aux effets d'annonce irréalistes. Cette nécessaire prudence, ce réalisme économique plaide pour que, à la différence de la plupart des pays européens, et notamment de la France, vous ouvriez vos multiplex à des chaînes étrangères, africaines ou extra-africaines. C'est d'ailleurs déjà ce qui se passe sur les premiers multiplex établis en Afrique, la nature ayant horreur du vide. Mais cette ouverture vers l'étranger sera désormais ordonnée, car à la différence du robinet à images difficilement contrôlable du satellite, la TNT permettra une procédure d'agrément qui constituera l'élément essentiel d'une souveraineté nationale retrouvée. Pensez en premier lieu à la proximité, en négociant la reprise réciproque des chaînes des pays voisins, que vos téléspectateurs ont déjà souvent l'habitude de regarder. N'y voyez pas une concurrence ou une influence néfaste, mais plutôt l'occasion d'une connaissance réciproque entre voisins, d'une précieuse interpénétration des cultures. La structuration du marché pourrait aussi donner leur chance à des chaînes panafricaines ou sous-régionales qui peinent pour l'instant à s'imposer faute de visibilité, mais dont une présence élargie sur les multiplex du continent devrait conforter le modèle économique. Pour moi, cependant, la chaîne panafricaine par excellence pour les peuples d'Afrique francophone, ce devrait être TV5 Monde Afrique. Mais pour cela, il faudra que vous, francophones d'Afrique, revendiquiez une vraie place dans la gouvernance, le management et la programmation de TV5 Monde Afrique, qui est aujourd'hui, malheureusement, surtout une chaîne du Nord parlant au Sud. Vous avez pour cela
Selon moi, une monnaie d'échange formidable avec la TNT, sur laquelle vous pouvez proposer à TV5 Monde l'exposition maximale en Afrique dont la chaîne francophone a absolument besoin. Il s'agit là d'une idée personnelle, mais je sais que le président de TV5 Monde, Yves Bigot, réfléchit dans cette direction et a déjà eu des échanges positifs avec les autorités politiques de certains de vos pays. Enfin, la présence de chaînes venant d'autres continents, dès lors qu'elles feront l'effort de se rapprocher du public en localisant au moins en partie leur programme, donnera à vos téléspectateurs l'ouverture internationale dont ils ont aussi besoin dans un monde globalisé. Pour compléter ce tour d'horizon, il ne faut pas oublier les autres types de contenus que les multiplexes TNT pourraient demain proposer et que l'analogique ne permettait pas. Des services interactifs en matière de santé, d'éducation, d'information administrative, ou encore de la radio, pour que certaines excellentes radios, aujourd'hui limitées aux grandes villes, deviennent accessibles sur tout le territoire. Tout le territoire, et au moins en partie accessible gratuitement à toute la population. J'insiste sur ce dernier point, car lors d'un récent voyage à Nairobi, j'ai appris qu'un, et peut-être même 2 États d'Afrique de l'Est auraient accepté de concéder l'ensemble de la TNT à un opérateur étranger sur la base d'une offre exclusivement payante, à l'exception de la chaîne nationale. Ce serait là, à mes yeux, pour la cohésion et l'identité nationale de ces pays, une erreur tragique. L'enjeu des programmes maintenant. Plus d'images produites localement et de meilleure qualité. D'abord, que produire ? Dans vos pays, les études sur les attentes du public sont peu nombreuses et pas forcément très récentes. La mesure des audiences reste en général rare et pas toujours crédible. Je me garderai donc d'être trop affirmatif au-delà des orientations qui s'imposent. Le divertissement, un concept générique qui représente partout dans le monde 90% de l'offre et 90% de la consommation de programmes de télévision, et bien sûr aussi la proximité. À mon sens, il serait d'ailleurs intéressant que vous procédiez à de telles études pour affiner les souhaits du public avant de faire des choix qui engageront durablement vos pays. En France, les nouvelles chaînes de la TNT gratuite concentrent leurs efforts sur les émissions de flux alliant distraction et proximité, car elles présentent le meilleur rapport coût-audience, ce qui est essentiel pour des opérateurs encore fragiles. De fait, les investissements de ces chaînes dans la production de stock restent encore faibles, même s'ils ont doublé en 2012. Quels sont maintenant les facteurs déterminants pour réussir le pari de dynamiser la production locale et comment l'État peut-il intervenir ? J'en retiendrai 3, le financement, la distribution et la formation. La télévision payante existe en Afrique, mais joue un rôle marginal dans le financement de la production locale. Le chiffre d'affaires du secteur, qui n'est pas négligeable, se répartit entre bouquets payants internationaux comme DSTV ou Canal+, et réseaux de distribution locaux, aujourd'hui MMDS, bientôt TNT, et il n'est pas pour l'essentiel réinvesti dans les programmes locaux, à part Canal+, qui commence à acheter aux producteurs africains. Reste donc la publicité et l'État. En France, les nouvelles chaînes de la TNT ont réussi à conquérir environ 30% d'un marché publicitaire peu dynamique. La situation de départ est différente en Afrique. Le potentiel publicitaire de la télévision est souvent sous-exploité par les opérateurs actuels. Il y a donc probablement de belles opportunités pour les nouveaux entrants dans les pays disposant de marchés publicitaires significatifs au moins. À cet égard, l'État peut agir pour dynamiser ce marché publicitaire en encadrant mieux certaines pratiques qui le tirent vers le bas. Dumping de la télévision nationale, absence de transparence sur les tarifs, absence ou non-respect des règles de programmation, débouchant sur des tunnels interminables qui font fuir le téléspectateur, présence excessive de publi-reportages institutionnels qui occupent les meilleurs créneaux à bas prix, etc. De l'expérience de CFI, qui intervient fréquemment auprès des diffuseurs africains sur ce sujet, une meilleure organisation du secteur accompagnée d'un système de mesure d'audience, même modeste, que l'État ne doit pas organiser lui-même et qu'il peut encourager, pourrait générer des recettes significatives sur les marchés d'une certaine taille, tout du moins. Dans le contexte de l'arrivée de la TNT dans vos pays, et en s'appuyant sur les recettes que vous pouvez tirer de l'exploitation par les télécoms des fréquences libérées, le dividende numérique, il me semble par ailleurs qu'il serait légitime que l'État utilise une partie de ces recettes pour soutenir et dynamiser la production nationale de programmes audiovisuels. Je n'ignore pas, bien sûr, que les priorités sont nombreuses. Beaucoup d'entre vous l'ont d'ailleurs rappelé. Je n'ignore pas non plus que le déploiement des équipements aura un coût, dont une bonne partie, sans doute, incombera à l'État. Mais je voudrais devant vous insister sur l'impact que peut avoir une politique nationale volontariste en la matière. Il n'est pas utile d'évoquer le cas de la France, qui a une très ancienne et très forte tradition. Plus intéressante, parce que plus récentes, sont les expériences de la Corée du Sud et surtout du Maroc, qui est un pays africain proche de vous. Corée et Maroc ont construit une véritable industrie nationale du cinéma et de la production audiovisuelle à partir d'une action déterminée de l'État en faveur de mécanismes de soutien nationaux, montrant qu'on peut enclencher un cercle vertueux à partir de situations de départ qui n'étaient guère plus favorables que les vôtres.
Et surtout, ne comptez plus sur les traditionnels fonds de soutien à la production du Nord qui portent à bout de bras quelques producteurs depuis 25 ans sans avoir eu un réel impact structurel. Même si les intentions sont généreuses, ces mécanismes sont selon moi à bout de souffle et cumulent les effets pervers. Une logique d'abonnés, ce sont toujours les mêmes qui en bénéficient, une inflation artificielle des coûts, une inadaptation fréquente des programmes qui sont souvent conçus pour des publics du Nord ou des festivals. L'Afrique de demain aura besoin de beaucoup d'images imaginées et fabriquées sur le continent. Ceux d'entre vous qui, aujourd'hui, en s'appuyant sur la dynamique de la TNT, feront le choix du volontarisme et soutiendront une industrie locale de la production d'images, feront la différence et seront ceux qui, demain, approvisionneront les écrans d'Afrique. L'Afrique du Sud l'a bien compris, le Nigeria joue sur l'effet de masse, le Kenya commence à bouger. Pour l'instant, il n'y a pas encore de champion du côté francophone. Pour démultiplier les volumes encore insuffisants produits en Afrique, un système plus performant de distribution interafricain est également indispensable. La distribution repose d'abord sur la capacité des producteurs africains à fabriquer des programmes susceptibles d'intéresser les publics de plusieurs pays et aussi d'intéresser plusieurs fois le public d'un même pays à travers des rediffusions ou des secondes diffusions qui sont trop peu fréquentes en Afrique. En matière de distribution, plusieurs dispositifs portent à un certain optimisme. Votre continent dispose désormais d'un marché spécialisé, le Discope, qui se tient d'ailleurs en ce moment même à Johannesburg, même si, au dire de certains professionnels, les acheteurs sont encore rares. On voit par ailleurs apparaître de nouveaux distributeurs attirés par les taux de croissance de votre continent qui sont prêts à miser sur des productions africaines. Enfin, on observe un déclin relatif de la pratique du barter, dont beaucoup de diffuseurs ont maintenant compris la dimension mortifère, et certains d'entre eux ayant même intégré la nécessité de prévoir des budgets d'acquisition pour rester maîtres de leur grille et de leurs ressources. Beaucoup, cependant, reste encore à faire pour assainir les relations entre producteurs, distributeurs et diffuseurs. Votre réflexion sur les modèles économiques de la TNT devra assurément porter sur ce point. Je terminerai sur la nécessité d'un très important effort pour la formation des hommes et des femmes qui vont être les acteurs de cette révolution de la production locale. C'est aujourd'hui le métier de CFI et nous aurons l'occasion demain après-midi de présenter en détail ce que nous faisons tout au long de l'année sur le terrain. Il faut bien constater, même si des exceptions commencent heureusement à apparaître, que la production africaine reste le plus souvent caractérisée par une faible qualité technique et narrative ou éditoriale, que les grilles n'optimisent pas toujours les programmes dont les télévisions disposent, que les outils modernes de monétisation sont rarement maîtrisés, que la gestion des ressources humaines est souvent défaillante, que la planification des projets est rarement respectée. Autant de handicaps qui peuvent affecter ponctuellement, certes, certains médias du Nord, mais dont l'accumulation et la répétition en Afrique rendent peu crédible en l'état l'idée d'une montée en puissance rapide du volume et de la qualité des programmes produits dans les pays africains. Pourtant, la concurrence est là et l'attente du public et des professionnels est grande. Ça fait bien longtemps que CFI investit dans la production d'images en Afrique et dans la formation de ceux qui les fabriquent et qui les diffusent. La TNT qui arrive nous impose de redoubler d'efforts aux côtés de ceux de nos partenaires qui choisiront de s'engager avec courage dans cette direction. Nous les accompagnerons, mais nous n'avons pas à nous seuls les clés de la réussite. Les solutions, les talents et même en partie les financements sont d'abord en Afrique, entre vos mains. Merci de votre attention. Merci. Effectivement, cette question des contenus sera abordée à plusieurs reprises, cet après-midi dans un atelier et demain également. Je passe maintenant la parole à Laurence Franceschini, directrice générale des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture et de la Communication. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les ministres, je dois vous dire que je suis très, très heureuse et très honorée de pouvoir aujourd'hui partager avec vous les quelques enseignements que je retire de cette aventure formidable qu'a constituée pour le secteur audiovisuel français son entrée de plein pied dans le monde du numérique il n'y a pas si longtemps. Avant d'aborder précisément la question de la transition numérique telle qu'elle a été conçue et mise en œuvre concrètement ici, je veux souligner les enjeux que sous-tend la régulation audiovisuelle et qui demeurent, sur le plan des principes, les mêmes qu'on soit dans l'univers analogique ou que l'on soit dans l'univers numérique. Un enjeu tout d'abord de pluralisme d'expression et de formation des courants de pensée,
La liberté de communication que met en jeu la régulation de l'audiovisuel est d'ailleurs un principe garanti par la Constitution. Deuxième principe et deuxième enjeu, un enjeu de diversité culturelle. La télévision étant, vous le savez tous ici, ce média tant prisé par nos concitoyens qui permet l'accès très largement gratuit et universel à la culture. Il y a là un double enjeu, à la fois un enjeu de société, de cohésion de nos modèles sociétaux. Il y a aussi un enjeu dans le financement de la création. C'est en effet la télévision qui finance massivement le secteur de la création. Sans chaîne de télévision, il n'y aurait guère d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. Enfin, un enjeu industriel et technologique. Chaque État doit faire face à des défis spécifiques liés à son économie, liés à son histoire, à sa géographie, à ses enjeux sociétaux qui lui sont propres. Mais la transition au tout numérique doit faire l'objet d'un long travail de réflexion et d'études en pleine concertation entre acteurs de l'audiovisuel, monde de la création et pouvoir public. C'est ainsi qu'en France, 3 étapes majeures ont conduit à cette transition. Première étape, ça a été l'adoption du cadre juridique de la TNT, établi en 2000 par la loi du 1er août 2000. Tout d'abord, l'extension au numérique des principes fondamentaux de la gestion du spectre audiovisuel. Il y a eu à l'époque un débat en France sur ce sujet. Il a été décidé que le gouvernement, comme dans le monde analogique, pourrait continuer de demander l'allocation prioritaire de fréquences pour les chaînes de service public et que le CSA continuerait de sélectionner les chaînes privées à la suite d'une procédure d'appel à candidature et d'un processus de conventionnement et d'autorisation. Le débat, à l'époque, avait porté sur une autre alternative qui aurait été celle d'un processus d'autorisation directe des distributeurs de chaînes, à charge pour eux de choisir en quelque sorte la composition de leur bouquet. Au nom du pluralisme, c'est une procédure de sélection des chaînes qui a été maintenue. Deuxième élément en 2000, les mesures incitatives au profit des chaînes historiques pour la numérisation, principe d'une reprise intégrale et simultanée des services déjà diffusés en analogique, c'est ce qu'on appelle le simulcast, et puis un élément d'incitation fort, l'attribution d'un canal supplémentaire pour tout éditeur d'un service national autorisé en analogique que d'aucuns ont appelé un canal bonus. Troisième élément, toujours en 2000, la priorité donnée aux services gratuits dans la mesure de leur viabilité économique et financière. C'est un point évidemment fondamental dans le dessin du paysage audiovisuel et dans l'offre audiovisuelle pour la très grande majorité de nos concitoyens. Enfin, préfinancement par l'État des opérations de réaménagement des fréquences analogiques des réseaux historiques. La deuxième étape, ça a été la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle qui a permis d'améliorer ce cadre juridique et de tirer les conséquences de certaines observations qui ont été faites dans les 4 années qui ont séparé le texte de 2000 et le texte de 2004. 2 éléments que l'on peut retenir. Tout d'abord, les mesures anti-concentration qui ont été assouplies, passage de 5 à 7 du nombre d'autorisations nationales en mode numérique pouvant être détenues par une même personne physique ou morale, et puis l'adoption du must carry, donc des obligations de reprise gratuite des chaînes de service public sur les autres réseaux de distribution de la télévision. La troisième étape, qui a été
une étape tout à fait fondamentale. Il y a beaucoup d'acteurs de cette étape autour de la table aujourd'hui. Ça a été le passage concret à la télévision tout numérique. Et là aussi, il a fallu un troisième cadre juridique en France, c'est la loi Télévision du futur du 5 mars 2007, qui a fixé les principes et les modalités du passage à la télévision tout numérique, la loi de 2000 ayant prévu le cadre juridique, mais n'ayant pas prévu l'extinction de la diffusion analogique. Cela a passé par un certain nombre de principes que beaucoup ont peut-être déjà évoqués. Tout d'abord, un principe d'extension de la couverture de la TNT jusqu'à 95% de la population. Ça a été une obligation pour les 6 chaînes historiques qui étaient diffusées en analogique. Et il y a eu des mécanismes d'incitation pour les nouvelles chaînes de la TNT par prorogation des autorisations qui leur avaient été délivrées. Il y a eu également un complément sur tout le territoire de l'offre satellitaire sans abonnement pour toutes les chaînes gratuites de la TNT, compte tenu des zones pour lesquelles, pour des raisons soit techniques, soit économiques, la TNT ne pouvait pas arriver. Et l'idée est donc bien celle d'un principe de couverture universelle par les chaînes de la télévision numérique terrestre sur l'ensemble du territoire national. La date de la fin de la diffusion analogique terrestre qui a été fixée au 30 novembre 2011, et puis les modalités de cette extinction. Il y avait là aussi une alternative possible, soit un grand soir de la diffusion analogique avec l'éclosion en une fois de la télévision numérique terrestre, ou un principe qui a été celui qui a été retenu, qui est un principe de réalité, qui a été celui de l'extinction zone par zone, selon un calendrier fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et connu au minimum 9 mois à l'avance. Des modalités également du point de vue de l'association des acteurs. Je disais tout à l'heure que la consultation et l'application des différents acteurs étaient quelque chose de fondamental dans ce basculement. Il y a eu pour cela, entre autres, la création d'un groupement d'intérêt public, GIP, pour la maîtrise d'ouvrage du passage à la télévision tout numérique, qui a été la véritable cheville ouvrière de ce grand projet, en charge à la fois de la communication, de l'accompagnement des foyers les plus défavorisés, et donc de l'allocation d'un certain nombre d'aides financières qui ont été attribuées. C'est ainsi que le passage à la télévision tout numérique, qui marque l'extinction de la diffusion analogique, effectuée région par région, a bien pris fin à la date qui avait été prévue par la loi, le 30 novembre 2011 en France. L'accès pour tous à une offre gratuite et enrichie, offerte par la télévision numérique terrestre, a été un succès très important. Ce déploiement de la TNT, il a permis à nos compatriotes d'accéder à une offre de chaînes sans précédent, de 6 chaînes à 25 chaînes gratuites auxquelles ils sont désormais très attachés. La télévision en haute définition est elle aussi une révolution nouvelle dans ces foyers. Et pour finir, on peut dire que les enjeux sont constamment renouvelés. D'une part parce que la délinéarisation des services offre de nouvelles opportunités d'exposition, de consommation et de valorisation des médias, et donc de valorisation aussi des œuvres, de valorisation, si je puis m'exprimer ainsi, de l'information, et donc d'une mise en valeur du pluralisme. Pour autant, l'avenir de la TNT n'est pas figé, bien au contraire. C'est un secteur qui est un secteur en pleine ébullition, comme on a pu le constater récemment. Il nous appartient
tous ensemble d'accompagner ce mouvement en faisant la place pour de nouveaux formats, de nouvelles formes de programmes, de nouvelles modalités également de diffusion de ces programmes. Nous devons permettre à la TNT, à cette plateforme universelle que représente la TNT, de bénéficier de tous les progrès technologiques. C'est ainsi qu'elle pourra continuer à fournir une offre de qualité, riche et innovante. C'est ainsi que le numérique est une chance pour l'audiovisuel. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Gabrielle Gauthier, vice-présidente pour les affaires gouvernementales d'Alcatel-Lucent. Merci beaucoup. Permettez-moi de remercier la DG6 et Madame la Ministre de permettre à Alcatel, mais je vais essayer de parler au nom des industriels également que je représente du numérique, donc de la FIEC, également de la Commission Innovation du MEDEF, de parler un peu du secteur privé et de la collaboration avec le secteur privé. Auparavant, je peux juste vous dire que, ayant été membre du collège de l'ARCEP, je connais les problématiques publiques et notamment de la transition numérique. Et par ailleurs, je ne vais pas opposer les secteurs de l'audiovisuel et de l'Internet et du numérique, parce que mon passage, même court, dans l'audiovisuel satellitaire africain, à la Sophirad et à la tête d'un bouquet numérique, du premier bouquet numérique par satellite vers l'Afrique, qui s'appelait à l'époque Port-Invest, le SAT, plaît dans ma faveur. Donc je pense que je connais l'importance du secteur audiovisuel numérique. Je vais essayer aujourd'hui de vous dire en quoi le numérique, notamment l'Internet mobile, constitue également une chance pour l'Afrique. L'Afrique compte, comme Bruno Bonnell l'a rappelé, plus d'1 milliard d'habitants et bientôt 15% de la population mondiale. Et malgré une croissance économique et une bonne résistance à la crise, elle demeure certes un continent encore enclavé numériquement. Mais c'est aussi, certainement, celui qui est en passe de vivre la transformation numérique la plus fondamentale, la plus radicale et la plus structurante pour son avenir. C'est également, à mon sens, le continent qui est en passe d'inventer des usages numériques parmi les plus innovants. On a cité tout à l'heure M-Pesa. Pour cela, la transition numérique que s'apprête à expérimenter un grand nombre de pays est une étape déterminante. Elle permet, on l'a rappelé, de libérer une partie du spectre hertzien, le dividende numérique, qui certes doit aller à la télévision numérique, mais est doté de caractéristiques techniques particulièrement intéressantes également pour le développement d'une stratégie numérique d'Internet haut débit. Et il nous faut avoir conscience qu'une telle opportunité est unique. Elle ne se reproduira pas avant un certain nombre d'années, et il s'agit donc de ne pas la rater. C'est une opportunité à la fois pour le secteur audiovisuel, c'est une opportunité pour le secteur des télécommunications, que je représente aujourd'hui, mais plus globalement, c'est une opportunité pour le développement économique, social et culturel du continent africain. Un mot peut-être sur la téléphonie et sur l'Internet mobile en Afrique. Le secteur de la téléphonie et de l'Internet mobile a connu davantage de transformations au cours des 5 dernières années qu'au cours des 25 qui ont précédé. Et croyez-moi, ça fait longtemps que je suis dans ce domaine. Mais c'est très certainement l'Afrique qui aujourd'hui connaît les changements les plus rapides et les plus importants. Selon la GSMA, l'association représentant les intérêts des opérateurs mobiles dans le monde, l'Afrique est le 2e plus grand marché mobile du monde en nombre de connexions après l'Asie et le marché qui a enregistré la plus forte croissance. Depuis 2000, le nombre de connexions en Afrique subsaharienne a augmenté de 44% comparativement à une moyenne de 34% pour les régions en développement, donc plus rapide que les autres pays en développement. Le succès du mobile est attribué en grande partie, certes, à la libéralisation du marché dans le continent qui a entraîné une augmentation de la concurrence, a attiré des investissements parmi les plus grands principaux opérateurs globaux et régionaux. Orange, Vodafone, Maroc Télécom, Etisalat, MTN, Bharti ont tous misé sur la région pour leur plan de développement à l'international. Mais la croissance du mobile s'explique aussi par la baisse continue du prix des terminaux, y compris des smartphones, et des tarifs de communication mobile. Le mobile a bénéficié, certes, d'une absence peut-être de téléphonie filaire dans un grand nombre de pays. Comme le rappelait Bruno Bonnell, l'Afrique subsaharienne en 2010 compte 28 connexions mobiles pour chaque abonnement à une ligne fixe. Toutefois, malgré cet essor du mobile, la pénétration reste encore faible par rapport aux autres régions du monde et laisse une bonne partie de la population rurale africaine non connectée. Donc le problème de la fracture numérique est encore plus criant peut-être en Afrique qu'ailleurs. Et cette performance mobile reste handicapée, comme je l'ai dit, par un retard de développement des infrastructures fixes.
Ça nécessite quoi? Le déploiement rapide de backbone, de fibre optique et évidemment une attribution judicieuse du spectre, notamment de ce fameux dividende numérique qui possède des caractéristiques de couverture absolument incomparables. Et ce sont deux sujets, les deux, où l'action publique, en partenariat avec le privé, est absolument cruciale. Pour rattraper ce retard et bénéficier pleinement des bénéfices de l'Internet mobile, l'Afrique doit cependant probablement inventer de nouveaux modèles et non pas répliquer les modèles de notre vieille Europe. L'importance du développement du broadband pour la croissance économique et l'emploi n'est plus à prouver. Les chiffres de la Banque mondiale montrent que 10% de pénétration du broadband supplémentaire signifie 1 à 2% de croissance du PNB. Et conscient de cet état de fait, la plupart des pays à travers le monde se dotent de ce qu'on appelle des plans numériques. Les gouvernements africains, je le sais, vous le savez, en sont pleinement conscients. Mais contrairement peut-être aux autres pays de la planète, ils sont confrontés à un défi supplémentaire. C'est l'urgence. Et le fait que disposant de moins d'infrastructures dites traditionnelles, ces infrastructures numériques sont encore plus fondamentales pour leur avenir. Partout dans le monde, le trafic Internet mobile explose, sous un triple effet conjugué. D'abord, l'adoption rapide de terminaux de plus en plus avides de data. Dans les bidonvilles de Nairobi, tout le monde a un téléphone. Tout le monde. Même si on ne mange pas à midi, on a un téléphone. Et aujourd'hui, en flux, 8 téléphones sur 10 sont des smartphones en flux. Il faut le savoir. Deuxième effet, l'explosion du trafic vidéo, d'où l'importance d'ailleurs des contenus vidéo, qui représentera bientôt 70% du trafic mobile. Enfin, l'arrivée du cloud et des applications dans le cloud. Donc le trafic de données mobiles va ainsi être multiplié par un facteur 25 dans les 5 années à venir, mais bien davantage encore, certainement en Afrique. Il va doubler chaque année selon la GSMA et le nombre de connexions au débit mobile va passer de 58 millions en 2012 à 233 millions en 2015. Ceci n'est pas sans poser un sérieux problème quand on sait que les pays africains ont attribué peut-être moins de spectre aujourd'hui aux services mobiles que les autres régions du monde et que les réseaux actuels présentent donc un fort risque de saturation. Alors quelle est la solution? Elle est de 3 types. Bien sûr, attribuer encore davantage de spectre, c'est dans ce contexte que l'évolution de l'analogique vers le numérique présente une opportunité et une étape essentielle. Deuxièmement, sauter une génération probablement, leapfrogger, en adoptant d'emblée des technologies plus efficientes, comme la 4G. Un certain nombre de pays se posent la question d'aller directement à la 4G, et qui sont désormais des standards mondiaux. La 4G devient un standard mondial, et permet donc de bénéficier d'économies d'échelle, notamment dans le coût des équipements. Et troisièmement, ne pas oublier le développement et l'extension de ce qu'on appelle les backbones de collecte de fibres optiques, qui permettent également une densification, l'avenir étant aux petites cellules mobiles, avec le backbone dans les régions les plus denses pour désengorger le spectre, parce que l'avenir du mobile est le fixe. Quel est le rôle des pouvoirs publics? D'abord le spectre. On voit là le rôle crucial des pouvoirs publics, gouvernements, régulateurs, de façon à attribuer cette ressource rare qu'est le spectre, tout particulièrement ces bandes en or du dividende numérique. Bien sûr, ils doivent d'abord arbitrer entre considérer ce spectre comme une ressource budgétaire immédiate pour des budgets de l'État, ou le voir comme le socle d'un développement macroéconomique plus global, indispensable à la connectivité d'un maximum de citoyens, d'entreprises et de services publics. C'est un arbitrage interne au gouvernement, et on voit beaucoup de gouvernements avoir des débats houleux sur ce thème-là. Le passage de l'analogique au numérique présente bien évidemment une opportunité pour créer des synergies entre le monde de l'audiovisuel et des télécoms. En effet, le besoin de streaming vidéo sera toujours supérieur, ce qui justifie probablement une bande passante descendante et une attribution non symétrique du spectre. Ça nécessite aussi une bonne planification et une coordination de ce spectre, et une attention particulière aux choix technologiques et aux solutions adoptées, la mise en place d'un cadre juridique, comme le disait Laurence Franceschini, et financier adéquat. Et là, la coordination entre les différents pays par sous-région est souhaitable afin d'assurer une cohérence régionale de cette planification, le choix de normes technologiques identiques et de bénéficier d'échanges de bonnes pratiques entre les pays. Après le spectre, les infrastructures. Dans un contexte d'urgence d'investissement rapide, et je sais, j'ai entendu beaucoup d'entre vous dire qu'il y avait un problème de financement, donc d'insuffisance de financement privé, les pouvoirs publics ont un rôle essentiel de planification, notamment pour le déploiement des infrastructures essentiellement et éminemment mutualisables, que sont par exemple les backbones en fibre optique ouverts à tous. Ils agissent là en complément de l'initiative privée, voire en incitation au partage des coûts de déploiement
notamment des coûts passifs, dans le cadre de partenariats publics-privés que l'on voit beaucoup se développer dans les pays en voie de développement, y compris dans le secteur des infrastructures mobiles. Ainsi, certains gouvernements qui sont désireux d'accélérer cette couverture mobile et constatant l'impossibilité de disposer dans les zones les moins denses de plusieurs réseaux parallèles concurrents, alliés à l'efficience supérieure prouvée d'une utilisation de larges bandes de fréquences plutôt que le tronçonnage par petits bouts de spectre entre différents opérateurs, décident de lancer des projets en partenariat public-privé pour exploiter ces réseaux mutualisés. Certains vont même, un peu disruptifs, jusqu'à envisager des réseaux nationaux ouverts de 4G, consistant notamment pour les zones rurales, en un partenariat public-privé pour mieux utiliser la bande du dividende numérique et l'infrastructure télécom disponible. On voit ça apparaître au Rwanda, au Kenya, à l'instar de certains autres pays d'Amérique latine comme le Mexique. Le secteur privé peut bien sûr y contribuer en facilitant l'accès aux sites radio, aux infrastructures de transport des opérateurs pour déployer de nouveaux réseaux 4G à moindre coût. Ce sont des modèles un peu disruptifs qui permettent de réduire considérablement les coûts et qui augmentent donc la capacité à rendre Internet accessible à un moindre coût à tous. Je crois qu'il est aussi envisageable dans le secteur audiovisuel de partager les coûts de multiplexage entre les chaînes publiques et les chaînes privées. Un autre exemple consiste également à la création de partenariats publics-privés pour la mise en place de sociétés de diffusion, radiodiffusion unique, indépendantes des chaînes de contenu. J'ai bien entendu ce matin le problème de gap de financement. Nous travaillons beaucoup, nous, avec la Banque africaine de développement, avec la Banque mondiale, et je pense qu'il est important que l'AFD et Proparco envisagent le secteur des infrastructures numériques encore davantage et plus qu'ils ne le font aujourd'hui à cause de son caractère structurant pour le développement économique de l'Afrique. Spectre, infrastructure, dernier sujet, usage et contenu. On en a beaucoup parlé, mais je pense que mon voisin Benoît Quelin va en parler encore plus que moi. Il est clair que la transition numérique ouvre des possibilités qui dépassent largement les seuls secteurs de l'audiovisuel des télécoms, qui touchent au développement de services publics numériques vitaux pour les pays, éducation, santé, sécurité, police, e-gouvernement. Deuxièmement, appropriation des usages par les populations, éducation, qui est aussi du ressort des gouvernements, et surtout par les entreprises, les PME, qui sont le ferment du déploiement économique et de l'emploi. Et enfin, bien évidemment, culture, contenu, notamment contenus locaux. Certains en ont parlé de façon bien plus, comme mon voisin Étienne Fiat, bien plus savante que moi. Dernier sujet, l'apport du secteur privé. Le secteur privé apporte certes son savoir-faire technologique, son support financier, mais aussi son expérience internationale, même s'il doit bien se garder de vouloir plaquer des modèles, comme je l'ai dit, qui ne sont pas forcément réplicables. Ainsi, dans le secteur des infrastructures et de l'Internet très haut débit, une entreprise comme la mienne, mais les autres entreprises sont souvent mondiales, et on discute tous les jours avec les gouvernements de pays développés ou de régions qui se développent très rapidement, comme bien sûr l'Afrique ou l'Amérique latine. Beaucoup de pays sont dans une phase de transition numérique comme vous, et de décision de modèles d'investissement, notamment d'investissement peut-être parfois disruptifs et nouveaux, comme le modèle des PPP que j'évoquais. La France dispose d'une expérience unique en matière de partenariat public-privé dans le déploiement d'infrastructures numériques. Je sais que de nombreux acteurs regroupés aujourd'hui au sein de ce qu'on appelle la FIRIP, la Fédération des industriels des réseaux d'initiatives publiques, sont déjà présents en Afrique et prêts à partager avec vous l'expérience qui a été la leur. Donc la coopération entre le secteur public et le secteur privé est aussi un gage d'innovation dans les usages. J'ai parlé de développement de services nouveaux qui n'existent nulle part ailleurs. On a cité M-Pesa, mais je sais que certains sont en préparation dans le secteur, non pas de la e-santé, mais de la M-santé, de la M-éducation, du M-paiement, de la M-agriculture. Et ils demandent une collaboration importante entre le secteur du numérique, des TICs, et des secteurs publics comme l'éducation, la santé, la finance et l'environnement. Là, le besoin en innovation se situe presque plus sur la capacité des divers acteurs, publics et privés, de travailler ensemble pour créer ce qu'on appelle de nouveaux business models. On parle d'ailleurs d'innovation, social innovation, d'innovation sociale. Nous sommes persuadés que ces nouvelles formes de partenariat entre les gouvernements, les ONG, les entrepreneurs sociaux, le secteur privé, peuvent aider les autres partenaires à rendre ces services viables financièrement et donc de bénéficier d'économies d'échelle, de scale comme on dit. Mais nous pouvons bien entendu contribuer nous aussi avec nos produits et nos technologies. Par exemple, nous travaillons actuellement sur un partenariat de M-Santé de ce type avec le gouvernement du Sénégal, avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'ITU, les ONG et des sociétés pharmaceutiques et des opérateurs. Votre présence aujourd'hui à Paris témoigne de l'importance des échanges entre pouvoirs publics et acteurs privés. La France bénéficie d'une offre développée et unique pour le passage au numérique, que ce soit dans l'audiovisuel ou dans l'Internet haut débit,
qui regroupe un écosystème d'acteurs publics et privés du monde de l'audiovisuel et des télécoms. Mais il ne nous faut pas seulement échanger sur les meilleurs moyens à mettre en place pour saisir cette opportunité unique dont j'ai parlé d'évolution de l'analogique et du numérique. Je pense que nous devons aussi inventer avec vous les nouveaux modèles d'innovation qui ne seront pas ceux de notre vieille Europe, mais qui permettront à l'Afrique d'accélérer son développement en embrassant pleinement tous les bénéfices du numérique. Je suis persuadée que certains de ces modèles se développeront plus vite en Afrique et seront par ricochet des stimulants pour nos économies dites développées qui ont bien besoin de se réinventer et de trouver de nouveaux relais de croissance. C'est ce qu'on appelle la reverse innovation et c'est tout le succès que je souhaite à ces journées de collaboration et d'échange, heureusement pas seulement numériques, entre la France et l'Afrique. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vais laisser le soin à Benoît Thiolin, notre dernier intervenant, président du Conseil national du numérique, de conclure assez rapidement les échanges de la matinée. Merci. Merci d'abord de me donner la parole et de m'inviter. Alors, je vais avoir du mal à conclure une matinée à laquelle je n'ai malheureusement pas pu assister. Et puis, au fond, j'avais surtout envie d'intervenir un petit peu pour essayer de vous montrer quel est le travail qu'a fait le Conseil national du numérique jusque-là et voir au fond un peu comment nous sommes tous, en gros, dans les mêmes problématiques et dans les mêmes sujets. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la transition numérique en Afrique. Je vous dirais, nous sommes tous, absolument tous, en transition numérique. Et la plupart des questions et des sujets que vous posez, en réalité, on se les pose aussi. On a parfois quelques réponses sur lesquelles on peut être en avance. Et il y a beaucoup de sujets sur lesquels, moi, pour avoir passé un petit peu de temps en Afrique ces derniers mois, dans quelques voyages, où j'ai pu noter que même à l'inverse, il y avait beaucoup de sujets sur lesquels j'étais étonné et heureux de voir que l'Afrique était en avance très nettement sur nous. J'essaierai de vous donner quelques exemples. Rapidement sur le Conseil national du numérique, c'est une structure qui a été créée il y a quelques années, refondée il y a maintenant quelques mois par le président de la République. L'idée c'est quoi? C'est de disposer d'une interface entre le décideur public et le monde numérique. Pourquoi besoin de cette interface? Tout simplement parce que le monde numérique ne se limite pas évidemment aux télécoms et au big business, même si évidemment ça en fait partie de manière extrêmement forte, et en général touche des sujets de manière extrêmement protéiforme. Pour parler du numérique, en général, il y a des sujets et des enjeux extrêmement technologiques, des enjeux juridiques, des enjeux économiques, des pivots dans les modèles d'affaires, toutes ces choses qui font que c'est parfois difficile pour un décideur public d'appréhender toutes les dimensions qu'il peut y avoir dans les phénomènes numériques. Le Conseil national du numérique en France, qui a été refondé par François Hollande, a pour mission précisément d'essayer d'accompagner la décision publique et pour ça, de disposer d'une trentaine de membres qui reflètent la diversité au fond de ce qui, pour moi d'ailleurs, n'est pas un secteur. Donc on a effectivement des représentants des grandes entreprises du télécom, on a aussi des gens qui sont des créateurs de petites start-up, le monde associatif, le monde académique, bref, tout ce qui peut en tout cas le plus possible refléter la diversité de ce secteur. Rapidement, quels sont les sujets sur lesquels on a été amené à travailler? Et vous allez voir que c'est des sujets dont vous avez parlé, que vous allez encore débattre aujourd'hui et demain. On a travaillé sur les questions de fiscalité du numérique. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les bases de l'assiette même d'une partie de l'économie qui se dématérialise sont en train de s'éroder. Donc comment inventer une assiette qui soit celle d'une économie de flux dématérialisée pour partie et qui ne soit pas celle d'une économie territorialisée comme on a construit nos fiscalités il y a maintenant pas mal de temps. Grosse question sur laquelle on a essayé de travailler. On pourra peut-être échanger, y compris d'ailleurs ce soir ou au déjeuner là-dessus. On a travaillé énormément sur la question de la neutralité du net, sujet télécom très ancien, fondamental pour ce qu'est Internet, et pour lequel, évidemment, on a essayé, nous, d'élargir la problématique en disant c'est bien de se poser la question de la neutralité de l'Internet en tant qu'accès via des tuyaux, mais il faut de plus en plus se poser la question de la neutralité de grandes plateformes, moteurs de recherche, réseaux sociaux, stores d'applications, API, qui aujourd'hui en réalité constituent des portes d'entrée tout aussi importantes que la seule connexion au réseau et qui évidemment dans la manière dont ils peuvent ou non être neutres dans l'accès qu'ils donnent aux services et aux produits peut évidemment avoir des implications sur tout un écosystème d'entreprises. C'est un sujet sur lequel on travaille en ce moment. Les questions d'éducation.
je reviendrai dessus parce que ça me semble absolument clé, qui sont majeurs et qui sont extrêmement compliqués, soyons clairs. Ce n'est pas forcément en France que ce sera le plus facile à faire bouger. Et quand on regarde notamment, j'ai eu des statistiques en off il y a quelques jours, sur les taux d'accès de Coursera, une des plateformes d'enseignement massif en ligne américaine. Eh bien, sur un exemple hyper précis de cours sur l'intelligence artificielle, qui en principe était diligenté à 2 à 3 000 personnes dans une université américaine, ça leur a permis de multiplier par 100 le nombre de personnes qui ont suivi ce cours, et c'est ça qui est en off et qui est intéressant, statistiquement, ce sont surtout les pays du Sud qui suivent ces cours aujourd'hui, et le taux de réussite est de 80% pour tout le monde. Donc on est à l'aube vraiment d'une transformation et d'une redistribution de cartes qui est absolument clé. On a aussi travaillé, et on termine d'ailleurs la dernière touche à un rapport sur l'inclusion numérique, une autre manière au fond de poser la question de la fracture numérique qui demain et de plus en plus sera beaucoup moins dans les questions de connexion, elles sont encore importantes, elles le sont en particulier en Afrique, mais qui demain en réalité seront davantage dans les usages. Pensez bien qu'aujourd'hui, pour trouver un travail en France, si vous ne savez pas vous servir d'un réseau social professionnel, ça va devenir très compliqué. Et c'est plus compliqué de savoir se servir d'une plateforme comme celle-là que de simplement envoyer par mail un simple CV. Donc on voit bien que dans la numérisation de notre vie quotidienne, va se poser de plus en plus des décalages d'éducation, d'apprentissage, de maîtrise de ces outils qui vont être autrement plus compliqués à résoudre, même s'ils ne sont pas faciles à résoudre aujourd'hui, les simples questions de connexion physique au réseau qui évidemment doivent être réglées. De manière plus générale, moi je vous dirais que je pense qu'on vit une révolution certes industrielle, mais aussi une révolution cognitive et culturelle. En gros, on pourrait résumer qu'on est en train de vivre à la fois la révolution industrielle du 19e siècle et la révolution de l'imprimerie, tout ça en l'espace d'une seule génération, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Le Conseil national numérique, on essaie justement d'essayer de travailler et de réfléchir au fond à toutes ces barrières qui, les unes après les autres, sont en train de tomber. La barrière du savoir, la barrière économique, les barrières industrielles. J'ai beaucoup aimé les exemples que vous preniez tout à l'heure sur la disruption même de ce qu'est l'innovation aujourd'hui et ce qui pourra éventuellement énormément changer, à mon avis, demain, y compris en Afrique. J'ai aujourd'hui dans ma poche, là, comme vous tous, autour de cette table, une puissance de calcul qui est supérieure à ce que les supercalculateurs avaient à la NASA il y a 30 ans. Et on l'a tous dans nos poches, en mobilité, en temps réel. Ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences absolument fondamentales sur ce que font les citoyens, mais aussi ce que fait le secteur économique, etc. Alors, je voudrais prendre quelques exemples qui, pour moi, sont un peu emblématiques de, justement, cette innovation dans laquelle l'Afrique a parfois de très belles leçons à nous donner. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine du web politique il y a quelques années, et je peux vous dire qu'une des applications les plus innovantes qui a été inventée ces dernières années, elle est africaine, c'est Ushaidi. Ushaidi aujourd'hui, qui est une application de cartographie qui permettait, et qui a été inventée à l'époque au Kenya en 2007 quand il y a eu des troubles, et qui permettait en réalité de suivre en temps réel le déroulement des élections. Cette application qui a été inventée et expérimentée en Afrique, aujourd'hui, elle est portée par l'ONU et c'est devenu l'application fondamentale qui est utilisée de par le monde entier quand il s'agit de suivre et de pouvoir couvrir et vérifier le bon fonctionnement et le bon déroulement des élections. Autre exemple, web marketing, super services SMS qui ont été mis en place au Rwanda. Je ne sais pas si vous connaissez Nyaruka, une application incroyable. Flouze. C'est un système de paiement, un peu assez drôle aussi dans la marque qui avait été choisie, qui a été mis en place au Togo et qui fonctionne du feu de Dieu. Vous parliez tout à l'heure de la révolution des systèmes bancaires et du paiement. Il y a énormément d'applications aujourd'hui et qui sont beaucoup plus en avance que ce que nous avons aujourd'hui, nous, en Europe et en France en particulier, pour des raisons évidentes d'ailleurs. C'est qu'il y a déjà beaucoup d'infrastructures, beaucoup de régulations, beaucoup d'acteurs qui sont installés depuis longtemps. Et en Afrique, d'une certaine manière, sur un certain nombre de sujets, beaucoup plus de place à prendre. Et comme nous sommes à l'aube d'une gigantesque redistribution de cartes, il est évident que dans cette redistribution de cartes, moi, ma conviction profonde, c'est que l'Afrique a une chance, et peut-être même plus de chance que beaucoup d'autres pays. J'ai eu la chance aussi de voir et de lire pas mal de sujets sur la manière dont notamment des incubateurs se mettent en place en Afrique. J'ai visité un très bel incubateur à Dakar il y a quelques mois. Le modèle, évidemment, c'est celui de Nairobi, MLab, qui, à mon avis, doit servir d'exemple et de faire en sorte que de plus en plus, on ait justement cette constitution d'écosystèmes locaux
qui vont permettre à une nouvelle génération d'entrepreneurs, à de nouvelles générations d'usagers de pouvoir émerger. Vous savez, en France, en Europe, comme en Afrique, le numérique, ça permet aussi à de nouvelles générations d'entrepreneurs d'émerger. Ce ne sera probablement pas, évidemment, le secteur économique traditionnel y sera très présent, mais il y a aussi toute une vague d'innovation qui sera portée, et qui est déjà portée, par des acteurs nouveaux, qui ne sont pas ceux d'hier, et qui n'ont pas les mêmes pratiques, qui n'ont pas les mêmes méthodes, qui n'ont pas les mêmes manières de penser. Et ça, je pense qu'évidemment, il faut s'y attendre. Des choses voisines aussi parfois. Les quartiers numériques, vous savez que c'est un projet très emblématique qui a été lancé par la ministre Fleur Pellerin en France. Donc l'idée de rassembler dans les mêmes espaces, de faire se rencontrer davantage les créateurs de start-up, les financeurs, les grandes entreprises qui doivent pouvoir venir faire leur marché et soutenir les petites entreprises qui sont émergentes. C'est des choses qu'on a vues en France. Elles n'ont pas attendu la France pour se développer très fortement en Afrique. Juste pour en citer quelques-unes, au Bénin ou en Afrique du Sud, il y a de très très belles expériences aujourd'hui. Et effectivement, si on imagine la généralisation de ce genre de modèle, je peux vous assurer que, pour avoir fait quelques voyages encore récemment en Afrique, une chose qui frappe, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait plus de gens qui utilisaient le mobile, quelquefois dans certaines grandes villes africaines que ça ne l'est éventuellement même en France. Je peux vous assurer qu'une chose qui est frappante aussi, c'est tout simplement la jeunesse. Et du coup, l'acceptation beaucoup plus forte qu'il y a aujourd'hui en Afrique sur ces phénomènes émergents. Vous savez, en France, c'est compliqué. Quand vous avez une nouvelle idée, vous avez des tas d'acteurs traditionnels qui sont là, vous avez des gens qui sont parfois vos chefs, qui ont 30 ans de plus que vous, qui ne comprennent pas ce que vous voulez dire. Vous avez un dynamisme et un enthousiasme qui porte, à mon avis, cette innovation en Afrique qui est absolument passionnante. Et en tout cas, pour avoir eu la chance de l'observer, je pense que ça peut évidemment préfigurer de très belles choses. Alors, j'ai peur que le temps me soit compté, donc je vais peut-être un tout petit peu conclure sur quelques pistes qui me semblent peut-être à approfondir. On en a parlé, évidemment, la question des MOOC et la question de l'éducation va être clé. Et ce qui est génial avec le numérique, c'est qu'il n'y a plus de frontières. En tout cas, s'il y a des frontières, elles se retrouvent beaucoup plus dans des bassins linguistiques. Il y a un enjeu majeur, absolument majeur, à ce que la francophonie regroupe ses forces pour que, dans l'enseignement en ligne et dans le partage des connaissances, il y ait un enjeu francophone qui soit pris en compte. Un MOOC francophone, une mise en réseau des universités, un partage des contenus. Je peux vous assurer qu'en tout cas, l'Afrique n'a pas attendu. Il y a 6 mois, moi j'ai croisé un jeune créateur d'entreprise au Sénégal qui a déjà numérisé l'ensemble des cours du primaire à la terminale. Il les a tous numérisés, il l'a mis sur des plateformes et c'est déjà en accès. Donc les gens peuvent, alors ensuite il y a la question de la connexion physique, de l'accès aux vidéos, mais vous voyez qu'il y a des tas d'acteurs qui innovent et qui sont parfois plus en avance. En l'occurrence, c'est un bel exemple que ça peut l'être en France. Je parlais de redistribution de cartes. Sur les modes d'innovation, les Fab Labs, la manière dont on va de plus en plus réunir des bricoleurs, des makers, et où on fait au fond se converger des modes d'innovation qui sont très très nouveaux, c'est des choses qu'on met en place en Europe et en France. Et vous savez qu'en Afrique, il y en a aujourd'hui beaucoup et qu'il faudrait, à mon avis, généraliser, et pour lesquels les grandes entreprises ont des rôles à jouer, évidemment, pour aller faire leur marché, soutenir les jeunes pousses innovantes, etc. Autre point qui me semble clé, le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est une forme, alors évidemment, crowdfunding, ça peut tout de suite ouvrir des perspectives un peu dangereuses, parce que le crowdfunding, la déréglementation de ce secteur peut laisser des traces. On pense au subprime, on pense aux pyramides de Ponzi ou autres. Mais il est évident que le crowdfunding sera un moyen de démocratiser une partie de l'accès au financement. Et on sait que ce n'est pas un petit sujet en Afrique, ça n'est pas d'ailleurs en France. Vous savez que la France et l'Europe souffrent d'un déficit absolument magistral de financement de l'économie par le secteur non bancaire. C'est un vrai sujet en Europe. La plupart des jeunes entreprises n'ont pas accès au financement, ou très peu, c'est très compliqué. Et en Afrique, c'est exactement la même chose. Je pense qu'en Europe comme en Afrique, l'idée de déverrouiller le crowdfunding de manière évidemment maîtrisée, mais qui permet d'ouvrir de nouveaux accès au financement, et en particulier pour les jeunes entreprises, évidemment ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences et d'être quelque chose d'extrêmement important, notamment dans le développement économique. Voilà, je voulais juste donner quelques pistes comme ça, puis je pense que on aura dans l'occasion au déjeuner peut-être d'échanger et de développer plus ces aspects. Juste un vœu et un souhait, peut-être que ce serait aussi l'occasion de créer et de retrouver, de mélanger les acteurs
qui sont ceux du numérique, qui sont les grandes entreprises, qui sont les institutions publiques, qui sont aussi le secteur associatif. Tous ces gens-là, en réalité, pourraient un jour être réunis dans ce qu'on pourrait appeler les assises de la francophonie numérique. En tout cas, c'est un vœu personnel. Je me dis qu'il y a une opportunité incroyable pour que l'Europe, l'Afrique, la France en particulier, puissent davantage nouer de liens avec ces nouveaux acteurs émergents. Et je me dis que ça peut être éventuellement l'occasion que de créer cette espèce d'assises pour qu'on puisse plus concrètement, en réalité, nouer davantage de partenariats, parce que sur bien de ces problématiques, encore une fois, que ce soit sur l'open source, que ce soit sur la protection des données, que ce soit sur des business à monter en partenariat, où nous avons en réalité beaucoup de choses en commun. Encore une fois, la France, l'Europe sont comme l'Afrique, elles sont toutes en transition numérique. Je vous remercie.